Yo les autres, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que du coup, j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. J'avais dit que je ferais un truc un peu plus original et j'avais quelque chose de prévu. Je comptais pas poster sur cette chaîne, mais sur ma chaîne secondaire, le Loot 2, ma chaîne de gaming, et faire du contenu GeoGuessr. Au final, j'ai essayé deux fois. Les deux fois, c'est plus que mal passé. Euh, Ça me stresse, je pense, de me filmer en train de jouer à GeoGuessr parce que je suis d'habitude plutôt bon et là, ces deux fois-là, c'était vraiment l'enfer. Donc, j'ai préféré pas faire de vidéo sur ce sujet. Je pense que je vais supprimer la chaîne secondaire d'ailleurs parce qu'elle me sert vraiment à rien. Je joue même pas aux jeux vidéo. À part GeoGuessr, ça va faire facile 4 5 ans que j'ai pas joué à des jeux vidéo. Enfin, 4 5 ans, peut-être pas du coup, mais c'était quand la dernière fois que j'ai passé une vidéo? C'est 3 ans, je pense. Ouais, ça doit faire 3 ans du coup que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Donc voilà. Je pense que je vais supprimer cette chaîne, elle me sert plus de trop à grand chose. Et au pire, si jamais j'ai envie de faire du contenu gaming, je posterai sur cette chaîne. De toute façon, c'était le but de ma chaîne il y a quelques années. On va faire 2020-2021. Donc voilà, c'est tout. Surtout que ces autres vidéos me rapportent pas grand chose en termes de vues, d'abonnés ni quoi que ce soit. Donc ça sert à rien. Bref, donc aujourd'hui, je vous accueille pour un concept un peu différent de d'habitude, mais pas tellement. En soi, si on regarde un petit peu l'historique de ma chaîne, c'est pas très étonnant que je fasse ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 10 histoires différentes, de 10 pays différents, pays ou pays adjacents, hein. Et pourquoi je vais vous en parler? Parce que c'est des pays qui sont nés de façon originale, qui n'ont pas une histoire commune. Voilà. Vous avez vu sur la miniature déjà normalement trois formes de pays avec leur drapeau, je pense en tout cas. Voilà. Ben aujourd'hui, je vous propose du coup 10 pays avec les histoires d'origine, en tout cas les plus originales. Donc, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà décrire un petit peu ce que c'est l'histoire du pays, sans dire de quel pays je parle. Voilà, comme ça donne un petit peu plus envie. Donc, on va commencer par notre tout premier pays. Ce pays qui existe parce que deux autres pays dont on n'a pas parlé dans cette vidéo ont passé 3 ans à se battre, puis se sont mis d'accord sur le fait que aucun des deux ne garderait le pays en question. Les deux pays qui se sont battus pour avoir cette terre sont l'Argentine et le Brésil. Et au final, cette terre qui a été recluse, rejetée des deux pays qui sont battus pour elle, n'est autre que l'Uruguay. Du coup, c'est notre premier pays de la vidéo. On va parler de l'Uruguay. Donc, comme je vous l'ai dit, contrairement à la plupart des pays qui ont lutté pour obtenir leur indépendance vis-à-vis d'un empire colonial, par exemple, l'Uruguay est devenu indépendant parce que l'Argentine et le Brésil ne parvenaient pas à s'entendre sur qui devrait en prendre possession. Donc, à l'époque coloniale, la région qui constitue aujourd'hui l'Uruguay, qui est aussi connue sous le nom de Banda orientale, donc littéralement rive orientale, du coup sous-entendu du fleuve Uruguay, était revendiquée à la fois par les empires espagnol et portugais. Euh, Après que les colonies espagnoles d'Amérique du Sud ont commencé à accéder à l'indépendance au début du 19e siècle, le territoire est devenu l'enjeu d'une nouvelle rivalité entre les provinces unies du Rio de la Plata, donc l'ancêtre de l'Argentine, nouvellement indépendante, et l'Empire du Brésil. Oui, parce qu'à l'époque, le Brésil était un empire carrément, un empire pas colonial, mais presque. En 1825, un groupe de révolutionnaires connu sous le nom de 33 orientaux, dirigé par Juan Antonio Lavallaira, a lancé un soulèvement contre la domination brésilienne. Ils proclamèrent l'indépendance de la bande orientale vis-à-vis du Brésil et votèrent immédiatement son union avec l'Argentine, forcément. Le Brésil a refusé de l'accepter, voilà, et ce qui a déclenché du coup la guerre de Cisplatina, vous en avez peut-être entendu parler, entre le Brésil et l'Argentine. Pour l'instant, c'est un début plutôt classique au final, dans le sens où t'as deux pays qui veulent se partager un territoire. Ça, on en a vu plein. Qu'est-ce qui se passe à Gaza actuellement? Voilà. Euh, Après 3 années de combat, aucun des deux camps n'était du coup parvenu à remporter une victoire décisive, vous l'avez compris. La guerre était devenue coûteuse, impopulaire et préjudiciable au commerce dans toute la région au final.
Et voyant là une occasion de stabiliser la situation, donc de sauver le monde et de protéger ses intérêts commerciaux, la Grande-Bretagne est intervenue pour servir de médiateur dans les négociations de paix. Et le résultat fut le traité de Montevideo en 1828. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça m'étonne un petit peu parce que bon, le concept de cette chaîne, c'est quand même la géographie. Montevideo, capitale de l'Uruguay actuelle, bien sûr. Donc, plutôt que d'attribuer le territoire au Brésil ou à l'Argentine, le traité a créé une nation indépendante entièrement nouvelle, l'Uruguay. Voilà. Les deux pays ont accepté cet arrangement car il empêchait leur rival de prendre le contrôle du territoire, de ce territoire stratégique situé à l'embouchure du Rio de la Plata. Donc, en d'autres termes, l'Uruguay n'a pas été créé parce que tout le monde voulait que ce soit un pays indépendant absolument, que c'était un pays essentiel à la survie de cette planète. Il a été créé juste parce que le Brésil et l'Argentine ont décidé que si aucun des deux ne pouvait l'avoir, alors aucun des deux l'aurait. Ce qui est assez logique. Et en vrai, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des pays qui pourraient apprendre de cette guerre-là, de la guerre de Cisplatin et du traité de Montevideo. Euh, on pourrait clairement apprendre pour la situation en Crimée, au Donbass, à Gaza, je sais pas, toutes ces guerres de territoires qui appartiennent à un pays depuis des millénaires et qu'il y a un autre pays qui dit en fait non. Ben en fait ça pourrait juste se résoudre en mode ben, vous savez quoi, aucun de là, voilà, on le met à part complètement. Et c'est par exemple c'était à la base ce qui était censé se passer avec Jérusalem, la ville de Jérusalem. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous comprenez pourquoi assez vite. Le nouvel État, du coup aussi, pardon, l'Uruguay servait également d'État tampon commode, réduisant du coup ainsi les risques de guerre future entre les deux plus grandes puissances d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil. Voilà, autant de puissances en vrai que à la Coupe du Monde de foot. En plus, c'est d'actualité. Là, en ce moment, c'est la Coupe du Monde. D'habitude, je suis pas à la Coupe du Monde, mais cette année, je sais pas, je regarde un peu les résultats. J'ai vu que je crois que c'était aujourd'hui ou hier que le Paraguay a battu l'Allemagne. Voilà, c'est fun de voir des pays que personne connaît. Enfin, en fait, que des pays que normalement personne connaît, et notamment pas les Américains, qui gagnent en popularité. Je pense notamment au Cap-Vert avec leur, je sais pas si c'est leur buteur ou leur défenseur. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Enfin, ils ont un joueur ultra connu, le Cap-Vert, et du coup maintenant tous les Américains connaissent le nom du Cap-Vert, alors qu'avant personne aurait le placé sur une carte. Maintenant c'est un pays très connu. Voilà. On va pas parler du Cap-Vert dans cette vidéo, c'est pas dans mes plans, c'est pas parmi les 10. Voilà, petit spoiler. À la place, je vous propose de passer au prochain pays. Encore une fois, on va garder le mystère pendant quelques secondes. Donc, ce pays existe parce que les grandes puissances européennes avaient besoin d'un seul pays neutre pour s'empêcher de s'affronter parce qu'il y avait trop de guerres. Assez logique, c'est l'Europe. Sauf que 75 ans plus tard, ce plan a contribué à déclencher la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, un pays qui a été créé pour propager la paix dans tout le continent européen, pour empêcher les guerres, et au final qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Je vous propose de parler de la Belgique. Donc, la Belgique n'a pas été créée, vous avez compris, parce que l'Europe voulait un pays supplémentaire, parce qu'ils se sont dit, tiens, ce serait cool qu'il y ait un pays juste là, entre la France et les Pays-Bas. Non. Elle a été créée parce que les grandes puissances européennes voulaient s'empêcher mutuellement de devenir trop puissantes. Et ça, c'est notamment après la défaite de Napoléon Bonaparte, du coup, forcément, hein, le fameux, en 1815. Les puissances victorieuses se sont réunies au congrès de Vienne pour redessiner la carte de l'Europe. Évidemment, la défaite à Waterloo, hein, qui a même donné nom à une chanson d'ABBA, référence. Donc, l'un de leurs principaux objectifs à Vienne, c'était d'empêcher la France de dominer à nouveau le continent. C'est sûr que quand il y a un Napoléon qui passe par là, c'est pas fou. Pour y parvenir, du coup, ils ont fusionné les anciens Pays-Bas autrichiens, oui, c'était une chose, qui correspondent en gros à la Belgique actuelle, du coup, hein, avec la République des Provinces-Unies, ce qui a créé le Royaume-Uni des Pays-Bas sous l'autorité de Guillaume Ier. Sur papier, ce nouveau royaume semblait plutôt puissant. En réalité, elle a uni deux populations aux identités très différentes. Le nord protestant et majoritairement néerlandophone dominait la vie politique et le gouvernement, tandis que le sud, majoritairement catholique, bien que plus industrialisé et économiquement prospère, se sentait sous-représenté. Vous avez compris que c'était le sud, je pense. Hein.
Donc les différences de langue, de religion et de pouvoir politique ont suscité un ressentiment croissant. En août 1830, date importante, une représentation de l'opéra patriotique La Muette de Portici à Bruxelles a déclenché des émeutes qui se transformèrent rapidement en une révolution de grande ampleur. Les révolutionnaires belges ont proclamé leur indépendance vis-à-vis des Pays-Bas et bien que le roi Guillaume Ier ait tenté de reconquérir le territoire par la force, sans doute, il n'est pas parvenu à écraser le soulèvement et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les frites et les gaufres aujourd'hui. Euh, Sauf que du coup, les grandes puissances européennes étaient désormais confrontées à un dilemme. Certains souhaitaient rétablir la domination néerlandaise, tandis que d'autres craignaient qu'une Belgique indépendante ne soit tout simplement annexée par la France, ce qui bouleverserait du coup à nouveau l'équilibre des puissances. Et du coup, leur solution, c'était un compromis. La Belgique deviendrait un royaume indépendant, mais resterait perpétuellement neutre. Cet arrangement a été officialisé par le traité de Londres de 1839. La Grande-Bretagne, la France, la Prusse, l'Autriche et la Russie garantissant toute la neutralité de la Belgique. En effet, du coup, la Belgique a été créée en tant qu'un État tampon, encore une fois, comme l'Uruguay, un pays neutre, du coup, pour séparer la France des puissants États situés au nord et à l'est du pays. Sauf qu'ironie du sort, cette neutralité allait plus tard entraîner la Grande-Bretagne dans la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne envahit la Belgique en 1914, hein, violant du coup le traité même qui avait défini le rôle du pays en Europe. Donc en soi, c'est pas vraiment la faute de la Belgique s'il y a la Première Guerre mondiale qui a commencé. En tout cas, si le Royaume-Uni s'est impliqué dans la Première Guerre mondiale, ça aurait été le cas dans tous les cas, je pense, même si la Belgique avait pas été envahie. Mais voilà, le fait que l'Allemagne envahisse la Belgique, bien que, il me semble qu'eux-mêmes avaient dit qu'ils étaient d'accord pour que ce soit un pays indépendant. Euh, ah non. Ah si, sous forme de la Prusse. La Prusse était d'accord pour que la Belgique soit un État indépendant, mais au final, allez, son ancêtre, l'Allemagne, a envahi ce territoire neutre, qui n'est plus du tout neutre aujourd'hui d'ailleurs, hein. Euh, et ça a énervé le Royaume-Uni, ce qui est assez logique. Donc, maintenant qu'on a fait deux pays, ces deux pays, je crois que c'était les deux cas les plus similaires parce que les deux, ils ont été créés pour arrêter des guerres. Et c'est pas le cas des autres, ou en tout cas pas directement. Il y a parfois des sous-entendus, mais c'est pas tout le temps ça. Je trouve que cela c'était vraiment pour entamer la vidéo de manière calme, de manière tranquille, parce que Uruguay et Belgique, certes, c'est original les manières dont ils ont été créés, mais c'est pas complètement fou non plus. C'est quand même, enfin c'est assez basique comparé à ce qu'on va voir après, clairement. Par exemple, ce troisième pays, donc troisième pays mystère dont je vais vous parler, c'est un pays qui existe parce qu'une famille de milliardaires a littéralement acheté ce pays-là pour obtenir un siège au Parlement. Au Parlement de quel pays? Eh bien, au Parlement du Saint-Empire romain germanique. Voilà, on remonte bien dans le temps, là c'est assez loin. Et on va parler d'un pays que personne ne connaît, je pense, mais qui est assez drôle. J'aimerais vraiment faire une vidéo entière sur ce pays, une vidéo juste dédiée que à ce pays parce que il est fantastique. Ce pays, vraiment, c'est une pépite. C'est le Liechtenstein, entre la Suisse et l'Autriche, du coup. Rien à voir avec l'Allemagne, donc, mais voilà. Ni avec Rome. Vous verrez assez vite que le Saint-Empire romain germanique n'est ni saint, ni un empire, ni romain, ni est-il germanique. Si, en vrai, il est un peu germanique. Mais il est pas saint, c'est pas un empire, il est pas romain. Voilà. Donc. Contrairement au pays du coup qu'on a vu avant, le Liechtenstein n'a pas été créé par la guerre, ni la révolution ou la lutte pour l'indépendance. Au lieu de ça, il a été créé parce que une des familles nobles les plus riches d'Europe souhaitait obtenir un siège au sein du Saint-Empire romain germanique. Donc la maison de Liechtenstein, c'était bien évidemment leur nom, vous vous en doutez, parce que pourquoi appeler un pays comme ça sinon, était l'une des familles aristocratiques les plus riches d'Europe centrale au XVIIe siècle. Donc on remonte vraiment bien dans le temps, années 1600. Il possédait de vastes domaines en Autriche, en Bohême et en Moravie. Ces deux derniers sont, pardon. Ces deux derniers sont en République tchèque slash Tchéquie actuelle. Mais un problème subsistait. Toutes leurs terres étaient détenues à titre de fief relevant d'autres nobles, plutôt que directement de l'empereur du Saint-Empire romain germanique.
Donc ça signifiait que malgré leur immense richesse, j'ai même pas une notion de à quel point ils étaient riches, leur immense richesse et leur grande influence, ils ne disposaient d'aucun siège à la Diète d'Empire. La Diète d'Empire, c'est quoi? C'est le parlement du Saint-Empire romain germanique, tout simplement. Pour résoudre ce problème plutôt inhabituel, problème de Bourges, si vous me permettrez, la famille est allée faire des courses, voilà, et allait faire du shopping. En 1699, donc ils ont pris la minuscule seigneurie de Schellenberg. Et quand je dis minuscule, c'est vraiment c'est la taille de mon doigt, quoi. Et en 1712, ils ont acheté le comté voisin de Vaduz. Si ce nom vous est familier, c'est normal. C'est déjà pourquoi il vous est pas, pourquoi vous le reconnaissez pas immédiatement, probablement parce que je prononce très mal, et deuxièmement parce que c'est la capitale du Liechtenstein actuel, bien sûr. Voilà, donc ces territoires étaient incroyablement réduits et économiquement insignifiants. Vraiment, ils servaient à Kochi. Euh, mais ils présentaient un avantage crucial, ils relevaient directement de l'empereur, ce qui en faisait du coup ce qu'on appelle des territoires d'immédiateté impériale. Voilà, c'est très propre, c'est très clean. Et en possédant ces terres, la famille de Liechtenstein a finalement obtenu le statut politique qu'elle recherchait. Voilà, donc les bourges étaient contents. Conscient de ça, l'empereur Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, du coup, fusionna les deux territoires en 1619 et les érigea en principauté de Liechtenstein, donnant au nouvel État le nom de la famille qui le gouvernait, du coup, forcément. Et fait remarquable, les princes n'avaient même pas visité enfin, n'ont jamais visité ce pays, en fait. Il s'agissait tout simplement d'une acquisition politique qui, par la suite, est devenue un État souverain, du coup, le Liechtenstein est resté partie intégrante du Saint-Empire romain germanique, pardon, jusqu'à sa dissolution en 1806, durant les guerres napoléoniennes, hein. Et par la suite, il a rejoint la Confédération du Rhin, puis la Confédération germanique, avant de devenir pleinement indépendant à la disparition de ces organisations-là. Malgré sa taille minuscule, il a survécu alors que des centaines d'États allemands plus vastes étaient absorbés parce qu'elle allait devenir l'Allemagne moderne. Je pense notamment à la Bavière, la Prusse, pas l'Autriche, du coup, l'Autriche quasiment, mais non. Aujourd'hui, le Liechtenstein compte parmi les plus petits et les plus riches pays du monde, mais on en verra un plus petit et un plus riche à la fois plus tard. Mais son existence trouve son origine dans l'achat par une famille de deux minuscules parcelles de terre simplement pour accéder à un rang politique supérieur. Donc, voilà, et c'est d'ailleurs assez marrant parce que jusqu'à récemment, on pouvait toujours acheter le Liechtenstein. Voilà, le Liechtenstein était littéralement en vente. Tu pouvais acheter le Liechtenstein pendant 24 heures pour 70 000 euros, je crois, ou 70 000 francs suisses peut-être. Voilà. Et il me semble qu'il y a déjà quelques personnes qui l'ont fait, mais voilà. Jamais pour plus de 2 jours, hein, vraiment. Parce que 24 heures, 70 000 euros, c'est grave pas rentable. Même si, en soi, t'achètes quand même un pays entier. Et quand je dis t'achètes un pays entier, c'est qu'il me semble que vraiment, tout le monde est obligé de se barrer. Je suis pas 100% sûr de ce que je raconte, mais je crois que quand t'achetais le Liechtenstein, en gros, il disait à la population, barrez-vous. Vous n'avez pas le droit de rester ici. C'est quand même assez fou, je trouve, mais bon, voilà. Ça n'existe plus pour des raisons assez évidentes c'est de la merde. Enfin, c'était clairement de la merde comme idée, ça ne marcherait évidemment jamais. À la limite, tu peux faire ça pour le Vatican, mais un pays aussi gros que le Liechtenstein, aussi peuplé que le Liechtenstein, parce que certes, en tant que pays, c'est pas ultra peuplé, même si c'était une ville, ce serait pas ultra peuplé, mais pour qu'il y ait qu'une seule personne à l'intérieur, enfin, pour faire tout le monde dégager pendant 24 heures pour une seule personne, faut quand même y aller. Enfin, voilà. Ok. Donc, on a déjà vu deux profils différents. Donc, il y a soit la guerre, forcément, ça c'est assez logique, mais un peu alternative, on veut dire. Soit la richesse, tout simplement le fait d'être bourge et de ne jamais avoir ce qu'on veut, au final, jusqu'au point d'acheter un pays. Euh, ben là, cette fois, c'est un petit peu tout l'inverse, pardon, de la richesse pour ce pays-là. Donc, le pays dont on va parler existe parce que l'Amérique a tenté de résoudre la question de l'esclavage en envoyant des esclaves affranchis en Afrique et que ces colons ont ensuite bâti un pays entièrement nouveau. Je vous parle bien sûr, si vous connaissez un petit peu en géographie africaine, du Libéria. Donc les origines du Libéria sont assez singulières parce que le pays n'a pas été fondé par des personnes qui ont lutté pour leur liberté en Afrique même,
Il a été créé en grande partie aux États-Unis, du coup, hein, dans le but de résoudre ce que la société blanche américaine percevait comme le problème posé par les personnes autrefois réduites en esclavage et désormais libres. Donc c'était déjà à la fin de l'esclavage au Royaume-Uni, bien sûr, aux États-Unis. Au début du 19e siècle, alors que l'esclavage faisait l'objet de critiques croissantes aux États-Unis, ça avait même donné naissance à une guerre civile, je vous rappelle, une idée a commencé à gagner du terrain parmi certains hommes politiques, groupes religieux et propriétaires d'esclaves même. Plutôt que d'intégrer les Afro-Américains affranchis dans la société américaine, il fallait les installer en Afrique. C'est tellement plus logique. Donc cette idée était motivée par des considérations, j'ai fait la merde, par des considérations diverses. Certains abolitionnistes la soutenaient comme une voie vers la liberté, tandis que de nombreux propriétaires d'esclaves y adhéraient parce qu'ils ne voulaient pas d'une importante population noire libre en Amérique. Voilà. Donc c'est vraiment deux classes d'ambiance pour le coup, et au final on se retrouve tous sur le fait que le Libéria doit exister. Pour mener à bien ce projet, l'American Colonization... Allez. Pour mener à bien ce projet, l'American Colonization Society, ACS, j'aimerais bien sortir l'accent anglais mais j'ai la flemme, a été fondée en 1816. Elle a commencé à financer le transfert d'Afro-Américains libres vers la côte occidentale de l'Afrique en achetant des terres à des chefs locaux pour établir des colonies. Le premier groupe de colons est arrivé vers 1822 sous la conduite de personnalités telles que Paul Cuff lors de tentatives antérieures et par la suite d'administrateurs soutenus par l'ACS. Ces établissements se sont progressivement consolidés le long de la côte et ont fini par former une nouvelle entité politique. Les colons, souvent appelés des Américo-Libériens, ont mis en place des institutions calquées sur celles des États-Unis. Forcément, c'est des Américains, ils ne connaissent rien d'autre, notamment une constitution, une capitale et un drapeau qui ressemble fortement à celui des États-Unis. Vous voyez juste derrière moi ici le drapeau des États-Unis. Je vais vous afficher juste là le drapeau du Libéria pendant quelques secondes. Voilà. Euh, En 1847, ces établissements ont déclaré leur indépendance, formant la République du Libéria du coin, la première république africaine à proclamer son indépendance à l'époque moderne. Et oui, parce que même l'Éthiopie, c'était débattable en soi, c'était pas vraiment un pays 100% indépendant. Le Libéria, ils ont dit, on est indépendant. Sa capitale, Monrovia, donc, a été nommée en l'honneur du président américain James Monroe. Voilà, logique, merci à lui. Gros, gros bisous. Voilà, James Monroe. Un autre partisan du mouvement de colonisation. Toutefois, la création du Libéria comportait également des profondes contradictions. Bien qu'elle ait été fondée comme une terre d'accueil pour les anciens esclaves et les Noirs américains libres, la communauté des colons américano-libériens a formé une élite dirigeante qui a souvent dominé et exclu bon nombre des groupes ethniques autochtones déjà présents dans la région du Libéria du coup de cette époque. Et cette tension allait façonner la vie politique libérienne pendant plus d'un siècle. Donc, pour conclure, le Libéria, c'est un pays unique en son genre. C'est l'un des rares pays au monde à avoir été créé dans le seul pays, je pense, dans le cadre d'un projet de migration inverse transatlantique. Donc, à la fois un acte d'émancipation, expérience coloniale et de compromis politique au sein des États-Unis. Voilà. Donc, en gros, c'est un mélange de racisme et d'antiracisme qui a donné naissance au Libéria. De dire quand même qu'un pays africain a été fondé par des racistes principalement, enfin par des pro-esclavage plutôt, c'est assez dingue et à la fois c'est sûr que ce discours existe encore aujourd'hui en vrai de enfin partout dans le monde, même en France, de renvoyer les gens d'une ethnicité différente que les blancs, que les caucasiens, de les renvoyer chez eux, entre guillemets, donc de les renvoyer, encore une fois, entre guillemets, hein, de là où ils viennent. Donc, en gros, pour une personne arabe, ça veut juste dire les renvoyer au Maroc, en Algérie, même s'ils viennent d'Irak. Pour les personnes noires, ça veut juste dire les renvoyer au Mali, même s'ils viennent, je sais pas, d'Afrique du Sud ou des Caraïbes. Euh, Même si, en plus, le pire, c'est que la plupart viennent de France. Mais ce discours existe encore aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, enfin pas plus de, oui, ici, plus de 200 ans plus tard. Mais voilà. Le truc, c'est que ces pays-là existent déjà. Donc, on va pas forcément, on va pas en reconstruire, on va pas construire un pays pour les franco-marocains non plus.
parce que de toute façon les Français ne les considèrent même pas, enfin les Français racistes ne les considèrent même pas comme Français, ils les appellent juste les Marocains ou les Algériens ou juste les Arabes, les rebeux, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça, la création du libéral, c'est quelque chose qui ne peut plus se produire aujourd'hui. Mais honnêtement, même à l'époque, je trouve qu'ils géraient mieux ça qu'aujourd'hui, parce que ben, au moins ils ont créé un nouveau truc. Au moins ils ont créé un nouveau pays sur les mêmes règles que les États-Unis. Ils ont fait un pays démocratique avec une capitale, un drapeau. Ils ont vraiment pris soin de ça pour accueillir ces peuples-là. Certes, c'est parti d'une très mauvaise intention et le résultat aujourd'hui est plutôt mauvais. On va pas se mytho, le Libéria c'est pas dingue, mais au moins ça fait quand même que le Libéria c'est toujours une république démocratique comparé à beaucoup de pays africains et c'est quand même un pays libre. Certes, c'est un pays pauvre, mais bon, ça fait s'y attendre. En même temps, t'envoies des esclaves tout seuls en Afrique, ça c'est con aussi. Mais bon, bref. Euh, je pense sérieusement que à l'époque, ils géraient au moins mieux les situations qu'aujourd'hui quant au racisme au final, hein. Voilà. Donc, je vous propose de passer à notre cinquième mystérieux pays. Qu'est-ce que ça pourrait être cette fois-ci? Est-ce que ce sera une histoire de guerre? À peu près, ouais. Est-ce que c'est une histoire de racisme? Aussi, au final, aussi, clairement. Est-ce que c'est une histoire de richesse? Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire que c'est une histoire de bourgeoisie. Là, pour le coup, pas vraiment. Mais par contre, guerre plus racisme égale quoi? Égale un pays qui n'a pas été créé parce que sa population parlait pardon, la même langue ou partageait la même culture, mais tout simplement un pays qui a été créé parce que des millions de personnes estimaient qu'une religion tout entière devait avoir son propre pays. Et avec ces belles paroles, je vous accueille au Pakistan. Donc, contrairement à la plupart des pays fondés sur une langue ou une ethnicité commune, notamment dans cette région-là du monde, Asie du Sud, le Pakistan a été créé pour servir de patrie aux musulmans d'Asie du Sud. Voilà, je l'avais maintenant en plus, faisant ainsi de la religion le principe fondateur du pays. Mais pas que. Pendant près de 200 ans, le sous-continent indien a été gouverné par l'Empire britannique, je pense que tout le monde le sait, sous le nom d'Inde britannique ou aussi de Raj britannique. Alors que le mouvement indépendantiste prenait de l'ampleur au début du XXe siècle, pardon, une question majeure a surgi. Qu'est-ce qui se passerait après la fin de la domination britannique? On savait déjà qu'elle allait prendre fin un jour, c'était sûr, c'était certain, même, notamment après ce qui était arrivé en Irlande. Mais qu'est-ce qui allait se passer une fois que l'Inde allait devenir indépendante? La majorité pardon, de la population était hindoue, mais environ un quart était musulman. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en religion, c'est un fait plutôt malheureux, mais aussi plutôt réel, que les musulmans et les hindous, en général, se détestent. On peut dire ça de toutes les religions, je pense vraiment que on peut prendre deux religions aléatoires, complètement aléatoires, qui n'ont rien à voir, et mettre ensemble, ils se détesteront, parce que c'est deux religions opposées. Voilà, peu importe la religion, hein. D'ailleurs, je ne critique aucune religion, parce que toutes les religions sont comme ça. Donc, voilà, et je mets même les non-religieux dedans parce qu'au final, il y a tellement de non-religieux qui détestent toutes les religions aussi. Donc, vraiment, la religion, c'est une histoire de haine et juste de haine envers les autres. Voilà. Et la non-religion aussi, enfin, tout est une histoire de haine envers les autres, mais bon, bref. Euh, donc, de nombreux dirigeants musulmans craignaient que dans une Inde indépendante et démocratique, les musulmans deviennent une minorité politique permanente. Ce qui était plutôt accurate, on va pas se mentir. Oh là là. Ça se voit qu'il est 15 heures. Voilà. J'ai jamais filmé une vidéo aussi tôt de ma vie et pourtant je suis fatigué. C'est normal, c'est le mois de. On est toujours en juin. C'est pas juillet encore, mais bientôt. On est à ça de juillet. J'ai les heures bouchées. Donc, cette préoccupation a conduit à l'essor de la Ligue musulmane pan-indienne dirigée par Muhammad Ali Jinnah. Pardon, juste à chaque fois que je me regarde, j'ai l'impression que je suis complètement foncé là avec mes yeux. J'ai l'impression que je prends de la weed. C'est pas le cas, je me drogue pas, même si on dirait. En 1940, la Ligue adopta la résolution de Lahore. Lahore, évidemment, plus grande ville du Pakistan, je pense, à moins que ce soit Karachi, je sais plus. Réclamant du coup des États indépendants à majorité musulmane dans le nord-ouest et l'est de l'Inde. C'est ce qui a été appelé la théorie des deux nations. Voilà. On dirait un match de rugby, et pourtant, c'est l'idée selon laquelle les hindous et les musulmans n'étaient pas simplement des communautés religieuses différentes, mais des nations distinctes devant chacune disposer de son propre État. Voilà, la haine va aussi loin, et encore une fois, je ramène à aujourd'hui, de la France, c'est plutôt pareil. Tout le monde, enfin tout le monde, non du coup, mais il y a tellement de gens en France qui pensent qu'il faut séparer les chrétiens des musulmans, des juifs, tout le monde, des bouddhistes, que ça me vient
étrange. Enfin, évidemment, si on veut faire un pays pour toutes les religions, pour toutes les branches des religions, si on compte aussi ceux qui ne s'aiment pas entre religions, par exemple Russie-Ukraine, ben, au final, on va se retrouver juste avec 3150 pays. Ça sert à rien au final. Soit on a aucun pays, soit on en a 10 milliards. Mais enfin là, l'entre-deux qu'on a actuellement, c'est pas tip top, je trouve vraiment. Bref, j'ai fini de critiquer le monde. Donc, lorsque la Grande-Bretagne a bel et bien du coup décidé d'accorder l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale à l'Inde britannique, elle a accepté que ce soit partagé du coup en deux pays. Et le 14 août 1947, le Pakistan a été créé, composé de deux territoires distincts, le Pakistan occidental, le Pakistan actuel quoi, et le Pakistan oriental situé à plus de 1600 km de là, de l'autre côté de l'Inde. C'était quasiment une enclave en Inde même, touchant à peine le Myanmar, ou la Birmanie, Myanmar, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est actuellement le Bangladesh d'ailleurs, petit spoiler. Et le lendemain, l'Inde est devenue indépendante. La partition a déclenché l'une des migrations les plus vastes et les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. J'ai oublié de vous dire, mais à partir de ce point-là dans la vidéo, il y aura des sujets un petit peu plus sensibles, encore plus sensibles que ça. Vous avez vu, du coup, on va parler beaucoup de religion, de questions religieuses, de critiques religieuses. Euh, Si vous supportez pas ça, me faites pas comme Samuel Paty, me fusillez pas parce que j'ai dit de la merde ou quoi que ce soit sur une religion, s'il vous plaît. Venez pas chez moi, me tirez pas une balle. Parce que ça sert à rien de se battre sur des sujets de religion, encore une fois, je le répète. Euh, je sais que c'est une vidéo dure, enfin que ça va être une vidéo dure pour certains, peut-être, qui appartiennent à une communauté religieuse qu'ils estiment comme supérieure ou je sais pas. Mais c'est pas le but de cette vidéo de critiquer les religions, c'est juste de critiquer les guerres de religion. C'est surtout ça le principe de cette vidéo parce que là le Pakistan c'est pas le seul exemple dans cette vidéo et il y a d'autres sujets encore plus sensibles et encore plus politiques qui vont créer peut-être des disputes dans les commentaires et je veux pas voir ça sinon je vais juste les désactiver au final. Donc voilà, essayons de rester civilisés s'il vous plaît. Euh, donc environ 14 à 18 millions de personnes ont franchi de nouvelles frontières. Les musulmans se sont dirigés vers le Pakistan, tandis que les hindous et les sikhs ont fui vers l'Inde. Les sikhs, c'est une autre religion, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Cette migration s'est accompagnée de violences intercommunautaires généralisées, de massacres et de déplacements de population. Les historiens estiment même qu'entre 1 et 2 millions de personnes ont perdu la vie. Ironie du sort, le pays créé comme une patrie unique pour les musulmans, c'est plus tard scindé en deux. Les tensions politiques et culturelles entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental ont fini par déboucher sur la guerre de libération du Bangladesh en 1971, à la suite de laquelle le Pakistan oriental est devenu la nation indépendante, du coup vous avez compris, du Bangladesh. La création du Pakistan demeure l'un des exemples les plus extraordinaires de l'histoire d'un pays fondé principalement sur une identité religieuse, c'est évidemment pas le seul. Sa naissance a remodelé l'Asie du Sud à jamais et a engendré l'une des plus grandes migrations et crises humanitaires, on va pas se mytho là-dessus, que le monde ait jamais connu. C'était assez désastreux, on va pas se mentir, cette crise migratoire entre le Pakistan et l'Inde, les musulmans, les hindous et les sikhs. Voilà. Je vous propose pour ramener un petit peu de vie dans ces vidéos, voilà, que ce soit un petit peu plus fun, de parler d'un autre pays, notre sixième pays aujourd'hui en ce moment même, qui a une histoire un petit peu plus rigolote, voilà. Donc, ce pays existe parce qu'un noble, oui, on retourne à des histoires de richesse, oui, de bourgeoisie, ouais, carrément. Donc, parce qu'un noble s'est déguisé en moine, a dupé une forteresse pour qu'elle ouvre ses portes, et sa famille règne toujours sur ce pays de plus de 700 ans plus tard. Je pense que vous voyez immédiatement de quel pays je veux parler. Je parle bien sûr de la principauté de Monaco, dans laquelle il y a eu une explosion, une attaque terroriste aujourd'hui, je crois. Fun. Donc, Monaco doit son existence à l'un des stratagèmes les plus célèbres de l'histoire médiévale. Parce que oui, on remonte au Moyen-Âge. Hein. Vous allez voir qu'on va remonter de plus en plus en arrière dans cette vidéo. Je crois qu'il y a même un moment, on va aller jusqu'à quasi l'époque de Jésus. Bref. Donc Monaco doit son existence à l'un des stratagèmes les plus célèbres de l'histoire médiévale, un noble qui s'empara d'une forteresse en se faisant passer pour un moine. Pourquoi? Ben, c'est ce que je vous racontais.
À la fin du XIIIe siècle, la cité-État italienne de Gênes était déchirée par un conflit civil opposant deux factions politiques rivales, les Guelfes, qui soutenaient le pape, et les Gibelins, qui soutenaient l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et oui, ils sont de retour, le Saint-Empire romain germanique, qui n'est ni saint, ni un empire, ni romain. Euh, L'une des principales familles guelfes était la maison Grimaldi, qui avait été chassée de Gênes après avoir perdu la lutte pour le pouvoir. En quête d'une nouvelle place forte, les Grimaldi portèrent leur attention sur la forteresse rocheuse de Monaco, qui surplombait un important tronçon de la côte méditerranéenne. Dans la nuit du 8 janvier 1297, et oui, on remonte bien en arrière, Francesco Grimaldi se serait déguisé en moine franciscain et aurait approché les portes de la forteresse. Pardon, je n'ai plus de batterie. Ça arrive toujours pendant que je fais les vidéos. Donc, j'en étais où? Oui, Grimaldi du coup serait déguisé en moine franciscain et aurait approché les portes de la forteresse pour demander de l'hospitalité. Et lorsque les gardes ont ouvert leurs portes, du coup, Francesco et ses compagnons dissimulés ont dégainé leurs armes et ont neutralisé les défenseurs et se sont emparés du coup de la forteresse de l'intérieur. Voilà, déjà c'est fantastique, hein, voilà le Moyen Âge, enfin le XIIIe siècle même, super. Bien que les Grimaldi aient brièvement perdu le contrôle de Monaco à plusieurs reprises au cours des siècles suivants, ils l'ont reconquis à maintes reprises et sont progressivement imposés comme les souverains permanents du territoire. Au XVe siècle, leur position s'était consolidée et Monaco s'est transformé en une principauté indépendante sous la dynastie, du coup, vous avez compris, des Grimaldi. Au fil des siècles, Monaco a survécu tout en étant entouré de voisins bien plus vastes et puissants, notamment la France et le duché de Savoie. Il a réussi à préserver sa souveraineté grâce à une combinaison de diplomatie, d'alliances stratégiques et plus tard de traités même avec la France. Et aujourd'hui, du coup, Monaco demeure l'un des plus petits États souverains au monde et fait remarquable, il est toujours gouverné par la maison Grimaldi, plus de 700 ans après la ruse légendaire de Francesco. L'exactitude historique, on va pas se mentir, hein, de chaque détail de l'histoire du déguisement en moine fait l'objet de débats même parmi les historiens, mais elle est devenue la légende emblématique des origines de Monaco. L'image de Francesco Grimaldi brandissant du coup une épée sous une robe de moine est si importante pour l'identité de Monaco que deux moines armés figurent sur les armoiries du pays. Voilà, ça c'est assez fun. Si je réussis, je vais essayer de vous afficher juste ici les armoiries de Monaco. Voilà. Donc, nous sommes à notre septième pays. Et pas des moindres, parce que c'est celui que je redoute le plus de toute la vidéo, parce que j'ai peur de commencer une guerre dans les commentaires avec cette interprétation de l'indépendance, de la création même de ce pays. Donc ce pays-là dont on va parler, le septième pays dans cette vidéo, c'est un des rares pays de l'histoire à avoir été rétabli après près de 2000 ans après la disparition de son prédécesseur antique. Ça c'est évidemment une interprétation de l'histoire. Je sais même pas comment introduire. On parle du probablement du pays le plus controversé de l'époque moderne, je pense, en tout cas. Après les États-Unis et la Russie, hein, bien sûr, et la Chine peut-être. On parle d'Israël, voilà, qui est en train de mener, je rappelle, hein, une guerre horrible à Gaza qui a été qualifiée, il me semble, par l'ONU même de génocide. Ce serait, selon l'ONU, le quatrième génocide de la planète, juste après le génocide arménien, la Shoah et le génocide du Rwanda. Donc, Israël est l'un des pays les plus singuliers de l'histoire parce que c'est un État moderne qui tire son identité d'un royaume antique qui a cessé d'exister près de 2000 ans, près d'il y a 2000 ans au final. L'ancien royaume d'Israël et plus tard le royaume de Juda étaient des États juifs du Levant. Le Levant, c'est la région où il y a, c'est la région méditerranéenne du Moyen-Orient, où il y a l'actuel Liban par exemple, et Israël du coup forcément, et Gaza, et la Syrie, que des pays absolument fantastiques, vous avez compris, et la Turquie en soi, ici il y a la Turquie aussi. Cependant, après des siècles de conquête étrangère, la région est passée sous domination romaine.
À la suite d'une série de révoltes juives, et notamment la première guerre judéo-romaine et la révolte de Bar Kokhba, les Romains ont détruit le second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Voilà, on remonte vraiment dans le temps là pour le coup, mais à l'époque de Jésus-Christ en effet. Et expulsèrent du coup, ou dispersèrent par la suite, une grande partie de la population juive. Au cours des siècles suivants, les communautés juives se sont dispersées à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et oui, donnant naissance à ce qui est devenu la diaspora juive. Bien qu'elle fût dispersée à travers le monde, de nombreuses communautés juives continuaient de considérer la terre d'Israël comme leur patrie ancestrale. Voilà. Et à la fin du 19e siècle, cette aspiration a évolué pour devenir un mouvement politique connu sous le nom de sionisme. On a beaucoup entendu parler de ce mot, je ne vais pas revenir sur, sur le débat sionisme-antisionisme, ça ne sert à rien. Moi, je pense que ce débat ne sert absolument à rien et ne fera absolument pas avancer les choses. C'est que mon avis. Sous l'impulsion de figures telles que Theodor Herzl, les sionistes souhaitaient que le peuple juif soutenaient vraiment que le peuple juif devait établir un foyer national où il pourrait exercer son droit à l'autodétermination. Voilà, c'est la version de Theodor Herzl. En conséquence, un nombre croissant d'immigrants juifs ont commencé à s'installer en Palestine ottomane, puis après la Première Guerre mondiale, dans le mandat britannique sur la Palestine. Les tensions entre les populations juives et arabes, toutes deux en pleine croissance, se sont accrues tout au long de la première moitié du XXe siècle. Et à la suite des horreurs de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, je rappelle que si, certes, j'ai pu critiquer Israël pendant cette vidéo, ça ne fait pas de moi un antisémite. Il n'y a absolument aucune corrélation entre les deux. Je rappelle que la nation d'Israël n'est pas une représentation exacte et n'est pas une personnification ni une allégorie de la religion judaïque. Donc, ça ne fait pas de moi un antisémite, clairement pas. Si je pouvais éradiquer l'antisémisme de cette planète, je le ferais en un claquement de doigts. Malheureusement, je ne suis pas capable. Et je ne suis pas capable d'éradiquer la nation d'Israël non plus. De toute façon, j'en ai pas envie. Euh, je pense que c'est un débat débile de dire que tous les anti-Israël sont antisémites et de manière similaire de dire que tous les anti-Palestine sont anti-musulmans. Je sais, enfin, sont islamophobes. Ces deux versions sont complètement fausses. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Parce que ça, c'est une guerre de religion, mais je rappelle que du coup, Israël n'est pas la personnification, l'allégorie même du judaïsme. La Palestine n'est pas l'allégorie ni la personnification même de l'islam. C'est pas ça le but de ces deux pays. Au final, ils ont même aucun but, clairement. C'est juste pour se battre que ces deux nations existent toujours. Enfin, clairement, voilà. Donc, à la suite du coup des horreurs de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, le soutien international à la création d'un État juif s'est considérablement accru. Je me demande pourquoi. En 1947, les Nations Unies ont voté en faveur d'un plan de partage proposant du coup de diviser le mandat britannique en deux États distincts, l'un juif et l'autre arabe, tout en plaçant Jérusalem sous administration internationale, ce qui est complètement smart. Je rappelle que Jérusalem est le lieu de naissance, enfin le lieu de culte principal en tout cas, un des lieux un des lieux de culte principaux des trois religions majeures sur terre, judaïsme, islam et christianisme ou chrétienté, je sais plus lequel des on dit. Il me semble que christianisme. Euh, voilà. Donc Jérusalem, ville neutre, ça me paraît assez logique. Il y a très peu d'endroits sur la planète qui sont des endroits neutres. Il y a la frontière entre Chypre et Chypre du Nord, qui est neutre, complètement neutre, qui appartient à l'ONU. Mais je vois pas trop d'autres exemples. Il me semble qu'il y a quelques parties de Palestine actuelle qui sont neutres, mais pas Jérusalem en tout cas, c'est sûr. Voilà. Donc c'était une bonne idée à la base, sauf que donc les dirigeants juifs ont accepté le plan, tandis que les dirigeants arabes l'ont rejeté. Ce qui peut encore une fois se comprendre. C'est sûr que les Arabes ont habité cette terre pendant des siècles, des millénaires même. Euh, et là, d'un seul coup, il y a le monde entier qui commence à dire tiens, pourquoi on ne mettrait pas tous les juifs de la planète ici. Et bon, j'avais dit que je critiquais pas l'idée du sionisme. Je trouve que regrouper tous les juifs dans un seul endroit, en fait, c'est juste preuve d'encore plus d'antisémitisme que, que l'idée même de rien y faire. Parce que au final, certes, de vouloir aider les juifs, c'est bien, mais c'est pas en leur construisant un pays dans une zone à haute tension qui
qui est complètement antisémite en plus, dans une région qui est complètement antisémite, et de leur donner un territoire incroyablement important, le territoire le plus important de la planète Terre, je pense, Jérusalem quand même. C'est pas comme ça qu'on a aidé les Juifs. Enfin, je pense clairement que ceux qui ont eu cette idée-là étaient juste antisémites. C'est pas possible de dire, tiens, on va fonder un pays juif pour qu'ils puissent prendre refuge sur une terre réclamée par la planète entière. Bref, à la limite qu'ils leur donnent, je sais pas, une terre en Pologne, en Allemagne, parce que c'est ces deux pays-là où les juifs ont le plus souffert. Je sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors juste qu'ils les laissent tranquilles, au final, qu'on dise juste à la planète entière, et les gars, l'antisémitisme, c'est interdit, voilà. Maintenant, c'est considéré comme un crime contre l'humanité de faire du mal aux juifs, et à part ça, on les laisse tranquilles, on les laisse vivre où ils veulent. Bref, j'arrête parce que je vais déraper. Le 14 mai 1948, peu avant la fin du mandat britannique, David Ben Gurion a proclamé la création de l'État d'Israël. En l'espace de quelques heures, les États arabes voisins ont envahi le territoire, déclenchant la guerre israélo-arabe de 1948. Oui, ça n'a pris que quelques heures pour que la guerre commence. Preuve encore une fois que c'était une idée de merde. Israël a survécu au conflit et s'est étendu au-delà du territoire qui lui avait été attribué par le plan de partage de l'ONU. Voilà là aussi où Israël a commencé à péter les plombs. Tandis que des centaines de milliers de Palestiniens sont devenus réfugiés durant la guerre lors d'événements connus sous le nom de Nakba, c'est-à-dire catastrophe en arabe, j'imagine. Donc la création d'Israël demeure l'un des exemples les plus remarquables de l'histoire d'un État-nation établi par un peuple qui a préservé une identité religieuse, culturelle et nationale distincte tout au long de près de 2 millénaires de diaspora. Même si en soi, on va pas se mentir, je pense que c'était pas ça l'idée principale derrière le fait de donner Jérusalem aux Juifs, hein, clairement, c'était pas du tout ça. C'était pas parce que ah oui, mais il y a 2000 ans, il y avait le royaume d'Israël, de Juda, de je sais pas quoi de mon cul. Non. Parallèlement, sa fondation a marqué le début d'un conflit qui continue de façonner le Moyen-Orient aujourd'hui. Voilà, no shit Sherlock. Je pense que j'ai fini avec cette section de rage intense sur le sionisme et sur la création de l'État d'Israël que je pense clairement, je vais être complètement honnête, je pense que la création d'Israël c'est une des plus grosses erreurs de la planète. La Shoah évidemment c'est la plus grosse erreur peut-être de la planète. Je pense que juste derrière c'est la création d'Israël. Parce que, en fait, certes, peut-être qu'il s'était dit que ce serait bien, mais en fait, si t'as ne serait-ce qu'un petit peu de sens logique géopolitique, tu saurais que immédiatement ça causerait des guerres qui dureraient des centaines et des milliers d'années. Enfin, là, clairement, c'est une guerre qui ne va jamais se finir. Pourquoi? Parce que maintenant qu'Israël est installé, forcément, ils vont pas partir. C'est logique. Et vu que la Palestine était déjà là, ben, ils vont pas partir non plus. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vu que la moitié de la terre est, enfin, vu que la moitié de la terre est pro-Israël et que l'autre moitié est pro-Palestine, ben on va stagner pour toujours, je pense. Hein, clairement, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo, moi y compris, vont mourir avant que ce conflit prenne fin. Voilà. Et je pense que malheureusement, si ce conflit doit parvenir à une fin, ce sera pas par une fin que la terre entière va apprécier. Clairement, ce sera polémique. Que ce soit Israël qui prenne tout le contrôle du Levant ou je sais pas le Sinaï par exemple, je sais pas trop, que Israël soit juste n'existe plus ou qu'il y ait une solution tierce, je sais pas, donner le territoire, enfin mettre tout le territoire sous contrôle de l'ONU, personne sera content. Donc je pense que là c'est on est à un point mort du conflit où peu importe ce qu'on fait, ça ne se passera jamais bien et ça, ben je pense que c'était incroyablement prévisible. Enfin bref. Notre huitième pays, c'est une histoire un peu plus rigolote cette fois-ci. On parle quand même d'histoire religieuse, mais cette fois c'est un peu plus drôle. C'est un pays qui a vu le jour comme refuge pour un homme qui a fui la persécution romaine et qui est devenu, on ne sait trop comment, la plus ancienne république encore existante de la planète. Je vous parle du petit micro-État de Saint-Marin. Voilà, on aime beaucoup les micro-États européens dans cette vidéo, hein, vous avez compris, c'est un peu leur vidéo, c'est leur moment de briller, quoi. Donc, Saint-Marin possède l'un des récits d'origine les plus anciens et les plus remarquables au monde. Selon la tradition, il a été fondé par il ouais, je sais pas, Saint-Marin. Il a été fondé par un unique réfugié chrétien fuyant les persécutions dans l'Empire romain. Et plus de 1700 ans plus tard, il existe toujours. L'histoire commence avec Saint-Marin, vous l'avez compris, un tailleur de pierre chrétien, originaire de l'île de Rab, en actuelle Croatie du coup. Vers 300 ans après Jésus-Christ, on est encore pas loin de l'époque de Jésus, sous le règne de l'empereur romain Dioclétien, les chrétiens ont affronté l'une des vagues de persécution les plus sévères de l'histoire romaine.
Et pour échapper à son arrestation, Marin traversa la mer Adriatique et finit par trouver un refuge sur les pentes isolées du mont Titano, qui est toujours du coup à Saint-Marin, un sommet rocheux surplombant la campagne environnante. C'est là que Marin a fondé une petite communauté chrétienne menant du coup une vie simple de tailleur de pierre et de prédicateur. Et selon la légende, une noble locale nommée Felicissima, propriétaire de la montagne, voilà parce qu'à l'époque, oui, les gens avaient des montagnes carrément, lui fit don du terrain après qu'il eut guéri son fils. Encore une fois, on suppose. Avant sa mort, Marin aurait déclaré: Je vous laisse libre de ces deux hommes, une phrase traditionnellement interprétée comme signifiant libre à la fois de l'empereur et du pape. Donc, que ces mots exacts aient été prononcés ou non, ils sont devenus un symbole puissant de l'indépendance de la communauté. Et au fil des siècles, la colonie établie sur le mont Titano s'est progressivement transformée en une république autonome. Sa situation isolée et montagneuse lui a permis d'échapper à la conquête par nombre des États puissants qui ont connu l'ascension et la chute autour d'elle. Et alors qu'innombrables républiques médiévales ont disparu, Saint-Marin a réussi à préserver son indépendance grâce à une diplomatie avisée, des alliances stratégiques bien sûr, et une volonté de rester politiquement neutre, encore une fois, à chaque fois que c'était possible. Je crois que Saint-Marin n'est plus neutre, mais je ne suis pas 100% sûr. Il faut le vérifier. Et fait remarquable, encore une fois, Saint-Marin a survécu à la chute de l'Empire romain, du coup, vous l'avez compris, à l'essor des puissantes cités-États italiennes, aux guerres napoléoniennes et même à l'unification de l'Italie au XIXe siècle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, alors qu'une grande partie de la péninsule italienne était intégrée au nouveau royaume d'Italie, le dirigeant nationaliste Giuseppe Garibaldi a respecté la longue histoire d'indépendance de Saint-Marin et a contribué à garantir qu'il demeure un État distinct. Aujourd'hui, Saint-Marin est largement considéré comme la plus ancienne république au monde. C'est encore le cas d'ailleurs, bien sûr, encore existante, et a conservé du coup une indépendance ininterrompue depuis sa fondation traditionnelle en 301 après Jésus-Christ. Donc oui, c'est un pays qui n'a cessé d'exister depuis ouais, 1700 ans. 1725 ans pour être précis. Voilà. Cette année, Saint-Marin a fêté son 1725e anniversaire. Et je parle de l'état de Saint-Marin moderne. 1725e anniversaire. Enfin, le seul état de Saint-Marin au final. Euh, et du coup, si les historiens débattent de la part de légendes et de celles de faits historiques dans le récit de sa fondation, il ne fait guère de doute que les origines de Saint-Marin ne ressemblent à celles d'aucun autre pays moderne. Je pense qu'on peut se serrer la main là-dessus. Pour notre avant-dernier pays, je vous propose de partir sur un pays sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, et une vidéo qui était assez critique envers un certain pays. On peut dire que en gros, je leur ai un peu chié à la gueule. Et si vous voulez, ce segment de la vidéo pourrait être considéré comme mon message d'excuse à ce pays-là, sur qui j'ai chié pendant plus de 20 minutes d'affilée. Je maintiens toujours que c'est pas un pays dingue, mais je dois dire que son histoire est assez inspirante quand même. Je pense que c'est un pays dont il ne faut pas oublier l'histoire. Donc ce pays est l'un des seuls pays de l'histoire à avoir accédé à l'indépendance parce qu'il a été expulsé d'un autre pays. Cet autre pays qui a expulsé le pays dont on va parler actuellement, c'est la Malaisie. Et qui a été expulsé par la Malaisie, vous pouvez bien vous poser la question. Si vous pensez que c'est le Brunei, vous avez tort parce que je n'ai jamais fait de vidéo sur le Brunei. Et par contre, si vous pensez que c'est Singapour, vous avez absolument raison parce que j'ai fait une vidéo qui s'intitulait Singapour, le pays presque parfait, je crois, un truc comme ça. Donc, ça sent la vidéo s'affiche ici. Donc, voilà, vous verrez le titre. Voilà. Donc, je rappelle que la plupart des pays accèdent à l'indépendance après des années de campagne ou de lutte pour l'obtenir. C'est le cas de quasiment tout le monde. Ils veulent juste devenir indépendants. Je pense notamment du coup forcément au Pakistan. Hein, c'est globalement ce qui s'est passé. Israël, évidemment, c'est le cas le plus évident de toute cette vidéo, je pense. Singapour, en revanche, a accédé à l'indépendance parce que le pays auquel il appartenait, la Malaisie, a décidé qu'il n'en voulait plus. Après la Seconde Guerre mondiale, Singapour est resté une colonie britannique, mais les appels en faveur de l'autonomie se sont multipliés tout au long des années 1950. Et en 1959, Singapour a obtenu l'autonomie interne, et Lee Kuan Yew est devenu le premier premier ministre, pardon. On va beaucoup en entendre parler de ce Lee Kuan Yew, donc voilà, retenez son nom, Lee Kuan Yew. Donc,
Bien que Singapour fût capable de se gouverner elle-même, ses dirigeants estimaient que la petite taille de l'île et son manque de ressources naturelles rendraient une indépendance à long terme difficile. Au lieu de ça, ils espéraient rejoindre du coup la Fédération de Malaisie récemment formée. Le 16 septembre 1963, Singapour a donc officiellement fusionné avec la Fédération de Malaisie, ainsi qu'avec le Sabah et le Sarawak pour former la nouvelle nation de simplement Malaisie. C'est tout. La fusion devait donc profiter aux deux parties. Singapour accéderait à un marché intérieur beaucoup plus vaste, tandis que la Malaisie tirerait parti du port et de l'économie florissant de Singapour. Logique. Cependant, l'Union a rapidement rencontré de grands problèmes, de graves problèmes, pardon. Le gouvernement de Singapour, dirigé toujours du coup par Lee Kuan Yew et le Parti d'Action Populaire, le PAP, a promu l'idée d'une Malaisie malaisienne, soutenant que tous les citoyens devaient jouir de droits égaux, quelle que soit leur origine ethnique. Voilà, donc c'était une assez belle idée, mais ça l'a placé en conflit direct avec le gouvernement fédéral dominé par l'Organisation nationale des Malais unis, l'UMNO, qui soutenait des politiques accordant du coup des privilèges particuliers à la majorité ethnique malaise. Les différents politiques ont rapidement dégénéré en désaccords économiques et en tensions raciales. En 1964, Singapour a connu des émeutes raciales meurtrières opposant les communautés malaises et chinoises, ce qui a davantage tendu les relations entre l'île et le gouvernement fédéral. Euh, donc, en 1965, le premier ministre malaisien, Tunku Abdul Rahman, avait conclu que les désaccords étaient trop profonds pour être résolus et au final, il n'avait pas tort. Si seulement Benjamin Netanyahu disait la même chose. Donc, plutôt que de risquer de nouveaux troubles, le Parlement malaisien a pris la mesure exceptionnelle de voter l'exclusion de Singapour de la fédération. J'ai pas d'autres exemples de quand ça s'est produit sur Terre. Je pense que ça ne s'est jamais produit. Un pays qui se fait exclure de sa nation. Donc le 9 août 1965, Singapour est officiellement devenu une république indépendante. Moi, je sais pas comment ça marche. Enfin, je savais même pas que c'était possible en tant que pays de dire non, toi tu te barres et que le pays juste ne puisse rien dire. Je trouve ça assez particulier parce que du coup, j'ose imaginer qu'après ça, les gens de Singapour, ils ont continué à dire qu'ils étaient malais. Par exemple, en fait, c'est complètement l'inverse de par exemple les Catalans qui disent qu'ils sont indépendants quand tu leur demandes d'où ils viennent, ils disent de Catalogne et pas d'Espagne. Mais là, les gens de Singapour, du coup, je me demande si quand tu leur demandais d'où ils venaient, est-ce qu'ils disaient de Malaisie à cette époque-là, après qu'ils aient été exclus, ou est-ce qu'ils se sont directement fait à l'idée que ben, maintenant c'est Singapour, c'est nous et nous seuls quoi. C'est très intéressant comme situation, clairement. Donc Singapour est officiellement devenue une république indépendante le 9 août 1965, non pas parce qu'elle réclamait l'indépendance, hein, je le rappelle, mais simplement parce que la Malaisie a jugé qu'elle se porterait mieux sans elle. Et cette annonce a pris au dépourvu de nombreux dirigeants singapouriens, dont évidemment Lee Kuan Yew. Et lors d'une conférence de presse télévisée désormais assez célèbre, il a eu du mal à retenir ses larmes en expliquant la séparation, la qualifiant de moment d'angoisse, car il avait sincèrement cru que l'avenir de Singapour dépendait de son maintien au sein de la Malaisie. Ce qui est assez logique, c'était une toute petite île qui valait absolument rien à l'époque, et peu de gens s'attendaient à ce que cette minuscule nation insulaire survive par ses propres moyens. Ils pensaient qu'elle allait couler, qu'elle allait perdre les moyens, qu'elle allait devenir un, un enfer, un cauchemar. Au lieu de ça, Singapour s'est transformé au cours des décennies suivantes en l'un des pays les plus riches et les plus développés de la planète. Son indépendance inattendue a jeté les bases de ce qui est souvent décrit comme l'une des plus grandes réussites économiques de l'histoire moderne. Donc Singapour a vraiment eu une histoire de revanche absolument incroyable, une histoire de conte de fées, si vous pouvez me permettre l'expression. Et voilà. Donc je tiens à m'excuser à Singapour. C'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu trop dur sur vous. C'est vrai que ils sont quand même devenus indépendants parce qu'ils soutenaient pas le racisme, parce qu'ils ont été exclus d'un pays, parce qu'ils étaient antiracistes. Donc au final, peut-être que c'est pas si mal que ça. Voilà. Voilà. Et je vous propose de passer à notre dernier pays entre guillemets. Comment dire? C'est un pays très particulier. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube et sur ce sujet, donc vous en avez probablement entendu parler. Mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est fantastique. Donc imaginez, vous perdez votre pays tout entier. Le pays n'existe plus, d'accord? Il n'existe plus. Il a été dissous. Mais vous passez quand même les 200 prochaines années, jusqu'à ce jour même, hein, à être considéré comme un pays malgré vous. Ce pays dont on va parler ne fait pas partie de l'ONU, et pourtant il est reconnu par quasi tous les pays de la planète. Pourquoi il ne fait pas partie de l'ONU? Parce que ben, personne ne vient de ce pays.
et aussi parce qu'ils n'ont juste pas de territoire. C'est en effet un pays qui n'a pas de terre et qui n'a pas d'habitants, mais pourtant qui a des voitures, qui a des passeports, donc forcément des plaques d'immatriculation, vous avez compris, qui a sa propre monnaie. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette merde en gros? On peut se poser cette question. Mais tout ce que je vous décris là, il s'agit tout simplement de l'ordre souverain militaire de Malte. Et non, je ne parle pas de l'État insulaire de Malte. Ça, c'est un pays indépendant reconnu par quasi toute la planète, je pense, ou toute la planète en entier carrément, dont la capitale est La Valette et qui a bel et bien un territoire et des habitants. Non, ça, c'est l'île de Malte, pardon. Je vous parle moi de l'ordre militaire souverain de Malte, qu'on appelle assez communément OMSM ou SMOM en anglais, ce qui est un peu mieux. Donc, l'ordre souverain militaire de Malte, c'est peut-être l'entité souveraine la plus étrange sur Terre. On ne va pas se mytho là-dessus. Il ne possède du coup ni territoire souverain, ni population permanente, ni citoyen au sens traditionnel du terme, et pourtant, il fonctionne à bien des égards comme un pays. Son histoire commence il y a près de 1000 ans, pas la ville, à l'époque. Donc vers 1048, des marchands de la ville italienne d'Amalfi ont fondé un hôpital à Jérusalem. Voilà, on revient à Jérusalem pour soigner les pèlerins chrétiens se rendant du coup en Terre Sainte. Voilà. Donc si avant, dans la partie d'Israël, on avait dit que Jérusalem c'était clairement la guerre entre les juifs et les musulmans, vous avez ici dans cette partie-là la preuve que les chrétiens s'y intéressaient aussi beaucoup, vraiment énormément. Euh, Jusqu'au point que du coup après la prise de Jérusalem par la première croisade en 1099, cette confrérie caritative a évolué pour devenir un ordre religieux et militaire connu sous le nom d'ordre des hospitaliers. Leur mission c'est du coup donc élargie. Euh, Pardon. Donc la mission s'est donc élargie, passant du soin des pèlerins à la défense des États croisés contre les armées musulmanes. À mesure que les croisés perdaient progressivement le contrôle de la Terre Sainte, les chevaliers furent contraints de se déplacer. Ils s'établirent d'abord sur l'île de Rhodes en 1309, où ils régnèrent en tant que puissance souveraine indépendante pendant plus de 2 siècles. Rhodes en Grèce actuelle, qui est très proche de la Turquie, je crois. Ouais, sur ma carte, je vois, ouais. Mais cependant, en 1522, le sultan ottoman Soliman le Magnifique, et ce qui était vraiment magnifique à débattre, a assiégé Rhodes, contraignant du coup les chevaliers à capturer et à quitter l'île. Plusieurs années plus tard, en 1530, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, on y revient, le Saint-Empire romain germanique qui n'est ni saint ni un empire ni romain, concéda à l'ordre les îles de Malte et de Gozo en fief perpétuel. Gozo, c'est une île qui fait actuellement partie du pays entier de Malte. Les chevaliers du coup ont transformé Malte en l'une des forteresses les plus puissantes de la Méditerranée et ont repoussé, comme chacun sait, l'invasion ottomane. Enfin, pourquoi je marquais comme chacun sait? Personne sait ça. L'invasion ottomane lors du grand siège de Malte en 1565. Pendant plus de 250 ans, l'ordre a gouverné Malte en tant qu'État indépendant. Mais en 1798, lors de son expédition en Égypte, Napoléon Bonaparte s'empara de l'île presque sans combattre. C'est-à-dire que Napoléon il s'est dit tiens je vais aller en Égypte, mais sur le chemin je vais faire un petit arrêt shopping à Malte et je vais acheter Malte tant qu'à faire. Les chevaliers du coup furent expulsés une fois de plus, cette fois définitivement. Et contrairement à ce qui s'est passé après Rhodes, ils n'ont jamais reconquis de territoire souverain. Ils n'ont jamais de territoire après ça. Voilà, une fois qu'ils sont partis de Malte, ben, ils n'ont jamais retrouvé de territoire. Et c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Bien que l'ordre ait perdu toutes ses terres, il ne fut jamais dissous. Au lieu de ça, il a déménagé à Rome, où il a établi son siège dans 2 bâtiments bénéficiant d'un statut d'extraterritorialité particulier. Au fil du temps, de nombreux pays ont continué à reconnaître l'ordre comme un sujet souverain de droit international. Aujourd'hui, il entretient des relations diplomatiques avec plus de 100 États, échange des ambassadeurs, signe des accords internationaux, délivre des passeports et émet des pièces de monnaie, des timbres et aussi des plaques d'immatriculation. Il dispose également d'un statut d'observateur permanent auprès des Nations Unies, tout comme la Palestine et le Vatican. Et sa mission première a également considérablement évolué. Plutôt que de mener des guerres, l'ordre gère désormais des hôpitaux et des services d'ambulance et mène des missions de secours en cas de catastrophe ainsi que des programmes d'aide humanitaire à travers le monde.
En d'autres termes, l'ordre souverain militaire de Malte pardon, est une entité souveraine qui agit comme un pays, bien qu'elle ne possède pas de territoire propre. Il a perdu du coup il y a plus de 200 ans tous les territoires souverains qu'il a jamais administrés, mais pourtant il subsiste aujourd'hui sur la scène internationale, donc un survivant juridique et historique unique, sans véritable équivalent ailleurs dans le monde. Donc oui, maintenant l'ordre militaire souverain de Malte, c'est globalement une ONG. On va pas se mentir là-dessus, c'est une ONG, mais c'est la seule ONG qui est également un pays, entre guillemets, une nation semi-reconnue par l'ONU, qui n'a pas de territoire ni population, mais qui a de la monnaie, des timbres et des plaques d'immatriculation. Très particulier comme territoire. Quand j'ai appris son existence, vraiment, je comprenais même pas comment c'était possible. Mais voilà, je trouve ça incroyable. En fait, ça m'étonne que personne n'en parle parce que Tegma, c'est un pays qui fait vraiment partie de l'ONU. Et tout le monde dit quand même que l'ONU ne reconnaît que 195 pays. Non, du coup, il en reconnaît 196 parce qu'il y a aussi l'OMSM qui est reconnu par l'ONU comme État indépendant. Donc, je comprends pas pourquoi il n'est jamais mentionné sur les listes de l'ONU, etc. Mais voilà, c'est assez particulier comme État, du coup, vous l'avez compris. Euh, ben, on a fini avec cette vidéo. On est arrivé à l'état numéro 10. Elle doit durer 146 ans cette vidéo. Je suis fatigué comme pas deux. Donc voilà. Il est que 16h, donc vraiment il est 4h30 de l'après-midi, là, un mardi 30 juin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue, légèrement longue. J'espère que vous avez pris des pauses dans la vidéo, que vous n'avez pas tout binge-watché d'un seul coup. J'espère que vous avez appris des choses. C'est mon but principal dans cette chaîne, c'est et de parler de ma vie et de raconter des choses, tout ça, et aussi d'apprendre des choses, voilà. Sachant que je ne compte absolument pas devenir prof, de un parce que les salaires sont merdiques et de deux parce que j'ai pas envie d'avoir à gérer des ados en pleine crise d'existence. Euh, voilà, ça me donne pas trop envie. Donc, je préfère instruire à des gens qui ne peuvent rien me faire dans la vraie vie sur YouTube à travers un écran parce qu'il n'y a pas il y a pas une mesure de vous pouvez pas passer votre point à travers l'écran. Enfin ça vous pouvez mais vous allez juste perdre 300 balles. Donc je déconseille. Euh, voilà. Donc j'espère que je vous ai du coup appris des trucs que ce soit avec l'Uruguay, avec la création d'Israël, du Pakistan, l'ordre militaire souverain de Malte, avec la Belgique, Monaco, Liechtenstein, Saint-Marin. Qu'est-ce que j'oublie? Singapour. Euh, voilà. Allez regarder du coup ma vidéo sur Singapour, je l'ai déjà montré, ou alors allez regarder une autre vidéo quelconque comme vous voulez, de toute façon il y en a une qui s'affichera pendant l'outro. Bonnes vacances à tous ceux qui sont toujours dans le milieu scolaire, comme c'est mon cas. Bonnes vacances à todo el mundo et je vous dis à la semaine dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, enfin ce dimanche, je serai pas possible. Ce sera pas possible. Non, ben non, du coup, je vais faire une vidéo lundi, si je suis bête. Je vous dis à lundi, probablement, pour un pays sur 10, ça c'est sûr. Le 30e épisode de pays sur 10. Et ben, en attendant ça, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, et cette chose-là, c'est bye bye.